On voulait finir cette émission avec un homme qui a marqué de son empreinte la vie intellectuelle française et qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Michel Serres, philosophe, académicien, historien des sciences, un homme curieux de tout, qui avait pensé avant les autres l'urgence écologique, qui avait été marin, qui s'était intéressé à la peinture, aux nouvelles technologies, à Internet, qui avait été professeur dans la Silicon Valley aux États-Unis. Bref, un touche-à-tout qui va beaucoup nous manquer. Le mieux, c'est de lui laisser la parole. Est-ce qu'il y a un domaine, Michel Serres, sur lequel vous n'avez jamais travaillé et que vous aimeriez explorer à partir de maintenant? Oui, il y en a un que je réserve pour la fin, mais je voudrais quand même dire qu'un philosophe, c'est un généraliste, ce n'est pas un spécialiste. Et par conséquent, le rôle d'un philosophe, c'est de faire le tour de l'encyclopédie. Vous en êtes où alors? Oui, oui. Il n'y a pas un seul grand philosophe parmi les ancêtres qui n'ait pas fait ça. Il faut donc partir de mathématiques, physique, biologie, etc. Alors évidemment, on ne peut pas connaître tout dans le détail, mais être passé partout. Voilà. Alors, donc c'est quoi le thème que vous gardez pour la fin alors? Je crois que c'est le thème qui m'a amené ici ce soir, c'est-à-dire, je n'ai jamais parlé de politique. Et je voudrais en parler avec vous. Voilà. Ah, mais c'est un scoop et c'est un grand honneur que vous nous faites ce soir. Est-ce que vous savez qu'une des grandes révolutions aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la transformation totale du monde paysan. Autrefois, nous étions 75 à 80% de gens qui cultivaient la terre, oui, qui avaient un métier proche de l'agriculture, et très peu de gens qui habitaient les villes. Mais quand vous avez appris l'histoire, Camille, vous avez appris l'histoire de Sparte, d'Athènes, de Paris, etc. L'histoire des villes. Ouais. Et politique, ça veut dire la ville. Tandis que les paysans, on s'en fout. Ouais. N'est-ce pas? Et maintenant, on s'en fout toujours. Ouais. C'est pas nouveau. Vous voyez? C'est pas nouveau. C'est-à-dire, en effet, c'est toujours la ville qui commande. Et c'est un problème. Et c'est un problème. C'est-à-dire, c'est un des grands problèmes de la définition de ce que c'est que la politique. Ouais. Puisque politique, police, ça veut dire la ville. C'est-à-dire, c'est la ville qui commande à tout le monde. Mais ça continue. Mais c'est un cauchemar de l'histoire. C'est dans le livre précédent, c'était mieux avant. Oui. Vous dites, de ma naissance à l'âge adulte, mon corps se forma, bras et jambes, cœur et cerveau, de guerre, de guerre. Oui. C'est-à-dire, ça a commencé à la guerre d'Espagne en 1936, ensuite la Deuxième Guerre mondiale, ensuite les guerres coloniales, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est-à-dire, entre 6 ans et 30 ans, je n'ai connu que la guerre. Et depuis, chaque fois que je me rase le matin, je dis « Michel, nous sommes en paix ». Mais qui parmi vous le dit? Personne plus, bien sûr. Parce qu'il y a 2 générations désormais qui n'ont pas vu la guerre, et par conséquent, ils ne voient pas qu'ils sont en paix. Ça veut dire que pour vous, on est, nous ici, des enfants gâtés de la démocratie? Des enfants gâtés de la paix? Je ne vais pas vous donner des injures en plus. Si vous m'avez invité, je sais me tenir à table. Non, bien sûr que non. Je dis simplement qu'il y a une sorte de rupture, en effet, entre ceux qui ont connu la guerre et ceux qui ne l'ont pas connue. Vous dites, Michel Serres, au XXe siècle, les philosophes se sont engagés en politique, ils se sont mis à la remorque des partis plutôt que de les inspirer. Vous m'enlevez ça de la bouche. Oui. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, au XIXe siècle, il y a eu les socialistes utopiques qui ont inventé de nouvelles appartenances, de nouvelles manières de vivre ensemble, etc. Ça, au XXe siècle, rien. Et c'est là où je dis, c'est la faute des philosophes. C'est pour ça que je dis, c'est ma faute. Et je reviens à votre première question. Qu'est-ce qui manque dans ma philosophie? C'est la politique, monsieur. Ça ne me manque pas. C'est avec moi de toute façon. C'est ça. Oui, mais c'est-à-dire, la Garonne m'accompagne. J'ai été élevé dans la Garonne, par la Garonne, pour la Garonne, avec la Garonne. Par conséquent, la Garonne est là, dans moi, puis c'est tout. Voilà. Et on est ravis qu'elle soit avec nous ce soir, la Garonne. Oui. Je vais répandre de l'eau autour de vous. Mais il y a des choses qui vous manquent où vous vous dites, de toute façon, le monde évolue, le monde change, c'est comme ça, c'est pas la peine de regarder oui, non, ce que j'avais quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, c'est que la plupart des livres sont des livres de catastrophes, des livres de décadence, des livres pessimistes. Le Houellebecq est épouvantable, le prix Goncourt est affreux encore, etc. Il n'y a vraiment que des livres là-dessus. Mais voyons, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être pessimiste à ce point? Ça ne sert à rien. Ça sert à désespérer les gens et ça amène la passivité, forcément. Et par conséquent, il vaut mieux, au contraire, avoir... Mais de toute façon, mon optimisme n'est pas fondé sur des imaginations. Par exemple, je vous donne un exemple. On dit partout que nous sommes toujours à feu et à sang avec une violence terrible. Les meilleures études qui sont faites aujourd'hui autour des institutions internationales et par les meilleurs chercheurs
en sciences politiques, montrent que la violence ne cesse de baisser. Elle ne cesse de baisser à long terme et à court terme. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de violence sur la planète. Et personne ne tient compte. Tout le monde croit qu'on dit à feu, à sang, etc. En août dernier, on est tombé de notre chaise en lisant Le Monde. Michel Serres, titre de cet entretien, ce n'était pas mieux avant, mais ça pourrait être pire après. Si vous aussi, Michel Serres, vous êtes gagné par le pessimisme... C'est pas une critique. C'est tout simplement que mon livre, C'était mieux avant, parle du passé par rapport au présent. Et d'autre part, je ne dis pas que tout est bien, je dis que c'est mieux. Et mieux, c'est moins bien que bien, évidemment. Évidemment. Je n'ai pas dit optimisme BA parce que je croyais que tout était bien. Pas du tout. Au contraire, je dis simplement qu'avant, c'était bien pire. Mais voilà. Il se trouve en effet qu'avec les problèmes d'environnement, pas dire environnement, en fait, de la planète, là, il y a un véritable problème qu'il faut travailler d'urgence. Pourquoi vous ne dites pas environnement? Je ne dis pas environnement parce que c'est encore la même erreur qu'on a fait avant. C'est-à-dire on met l'homme au centre et la nature environnante. Mais non, l'homme n'est pas au centre, il fait partie aussi de l'environnement. C'est quoi votre secret, Michel Serres, pour rester intellectuellement aussi moderne, aussi jeune que vous l'êtes aujourd'hui encore? C'est-à-dire qu'il m'est arrivé beaucoup de chance dans ma vie. J'ai assisté à 4 ou 5 révolutions majeures. J'ai assisté à la révolution informatique dans la Silicon Valley. J'ai assisté à la révolution des mathématiques avec les mathématiques modernes. J'ai assisté à la révolution de la biologie avec la biochimie, etc. Et par conséquent, j'ai l'habitude de penser l'état actuel en vertu de ce qui peut arriver et ce qui arrivera. Vous connaissez le passé, évidemment, mais vous regardez toujours vers l'avenir. Le problème, c'est que probablement un bon philosophe doit anticiper. Vous parliez du contrat naturel, j'ai essayé d'anticiper. Vous savez, la nouvelle extraordinaire, le lac Erie vient d'être nommé sujet de droit. C'est ce que je demande depuis 30 ans. Oui, parce que ça y est. Si j'ai bien compris, dans le contrat naturel, oui. vous disiez qu'il n'y a pas que les êtres humains qui ont des droits, il y a aussi la nature. Voilà, c'est ça. Je voulais que les éléments naturels soient sujets de droit. Et ça commence à se faire, etc. Et c'était il y a 29 ans déjà. Donc, il faut faire rentrer le monde dans la politique. Et ça, c'est nouveau. Le monde n'était pas dans la politique. La politique était... L'économie non plus. L'économie était réfléchie selon l'équilibre des échanges entre les hommes. Qui est de monde, non. Vous voyez. Et par conséquent, aujourd'hui, on voit la grande rentrée du monde dans la politique, l'économie, la finance, etc. Et ça, c'est complètement nouveau. Nous avons une planète nouvelle, nous habitons une planète nouvelle. Et oui, c'est très simple. Autrefois, on pleurait notre finitude dans un monde infini. Et maintenant, nous sommes infinis dans un monde fini. Donc, on a changé complètement notre habitat. Est-ce que vous avez le sentiment que la bataille culturelle est en train d'être gagnée? Non, non. Les adversaires sont beaucoup plus puissants que nous. Parce que vous avez attaqué les banques, d'accord, mais c'est surtout l'économie. L'économie est complètement construite pour saccager la planète, il faut bien le dire. Par conséquent, il faudrait changer complètement d'économie. Et alors là, c'est une entreprise extrêmement difficile. Ouais. Par conséquent, je suis avec elle pour le combat, et je ne suis pas sûr que ce soit facile à gagner. C'est vrai que la génération qui s'exprime au Parlement est complètement inconsciente de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que les jeunes sont parfaitement conscients. Et ça, si vous voulez, on a parlé des Gilets jaunes tout à l'heure, regardez le mouvement de la prolifération des gens qui parlent en France. Vous savez, c'est-à-dire que la nouvelle démocratie, c'est-à-dire ça a envahi à peu près tout le monde qui commence à parler, etc. Une démocratie nouvelle est peut-être en train de s'installer. Vous voyez. Bon, pour l'écologie, non. Je suis assez pessimiste, oui. Ça m'intéresse que vous en parliez avec Michel Serres, qui fait partie d'une génération que votre génération accuse aujourd'hui dans la rue. Qu'est-ce que vous diriez à Michel Serres, même si, bon, ce n'est pas le bon exemple, hein. Lui, ça fait quand même des années qu'il se bat pour que l'urgence écologique soit prise en compte, mais qu'est-ce que vous dites à la génération d'avant, et peut-être même à notre génération, à nous d'ailleurs? Alors, on vous en veut, en partie. Oui. Engueulez-moi, engueulez-moi. Excusez-nous. Allez-y, parce allez-y. qu'il y a quand même des rapports qui sont faits sur la question climatique depuis avant 1970 et qui dénoncent notre façon de produire et de consommer. Donc, on savait. On le savait depuis longtemps et on aurait pu réagir plus tôt. Et on a l'impression d'être la génération qui a tout le poids sur nos épaules de faire changer les choses et d'être la dernière génération qui peut agir. Donc vous nous avez quand même fait reposer un gros poids sur les épaules. C'est profondément vrai. C'est profondément vrai. C'est-à-dire que
la conscience écologique est devenue très tard. Et la plupart des... Vous savez, comment vous dire, le monde a changé, comme j'ai dit tout à l'heure, sous l'influence des sciences dures, les mathématiques, la physique, la biochimie, etc. Et nos politiques et les journalistes, pardonnez-moi, sont formés aux sciences humaines, c'est-à-dire la science politique, etc. Donc là aussi, il y a un déchirement complet. Et ce sont les scientifiques qui ont averti, vous l'avez raison, il y a 70 ans déjà, ou 50 ans, vous voyez, qui ont averti, mais personne ne les écoutait, parce que personne n'y croyait. Mais regardez, il y a encore des climato-sceptiques, vous voyez. Bon. Votre génération, elle demande, au fond, de changer de monde, de prendre conscience de ce qui se passe. Mais est-ce qu'elle est prête, est-ce que vous en parlez entre vous, au sacrifice que demanderait une vraie révolution écolo? Par exemple, ne plus prendre l'avion, comme nous on a pu le prendre pendant des années, ou le prendre beaucoup moins. Manger différemment, cultiver localement. Enfin, voilà. Est-ce que votre génération est prête à cette révolution-là? Ouais, c'est des questions qui nous ont été posées vendredi et on arrive à un stade où on n'a même plus le temps de se poser la question et de penser à notre plaisir personnel parce que en fait, on en a un moment où si on ne se prive pas de certaines choses, c'est la fin de tout et que donc on est obligé. Et à un moment, il faut être assez mature dans sa tête pour se dire il est temps qu'on fasse des sacrifices parce que quoi qu'il en coûte, il faut sauver la planète. Oriane? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est d'abord des sacrifices personnels qu'il faut faire dans la vie. Et je pense que la mobilisation, ça montrait aux gens qu'ils n'étaient pas tout seuls à faire des sacrifices et qu'on était plusieurs et que c'est le fait qu'on les fasse en groupe qui va avoir un impact. Votre dernier livre, il est titré « Morales espiègles ». Oui. C'est la première fois que vous écrivez sur la morale, oui. En 75 livres. Et vous dites que vous n'étiez pas Merci pour le chiffre. Pas très à l'aise, il est précis, hein. Que vous n'étiez pas très à l'aise avec ça, avec l'idée d'écrire sur la morale. Oui, et il se trouve que c'est un livre de circonstances que j'ai fait pour le 20e anniversaire de mon édition. Et je suis rentré en effet en morale, mais à la condition d'en rire. Vous savez, la plus belle chose qui était écrite, c'est corriger les mœurs en riant. C'est la Commedia dell'arte, c'est Molière, etc. Alors bien, on peut corriger les mœurs, mais à la condition de chahuter, à la condition d'être narquois, à la condition d'être espiègle. J'adore le mot espiègle, vous savez pourquoi? Parce que je suis vieux. Et je suis vieux et j'ai des arrière-petits-enfants. Et qu'est-ce que je dois faire avec mes arrière-petits-enfants? Mais leur enseigner des grimaces. C'est ça votre grimace préférée? Pardon? C'est ça votre grimace préférée? Attendez, je peux le faire si vous voulez. Ça, leur enseigner le contre-pied. Le contre-pied, c'est-à-dire le sens de l'humour, le sens etc. Et attention, quand on rit, il y a deux sortes de rire, et je le dis dans mon livre. Il y a le rire dur qui peut tuer, et le rire doux qui enchante les gens et qui permet de rentrer, en effet, dans les choses. Michel Serres, merci infiniment de nous avoir accompagnés infiniment, ce soir. C'est trop infiniment? C'est trop long. Oui. Beaucoup. Merci beaucoup.